Je souhaite vraiment bienvenue à cette nouvelle session de webinaire organisée donc, comme vous le savez, par le GFF, la Banque mondiale et l'OMS dans le cadre de notre agenda d'apprentissage sur le financement des soins de santé primaires. Les soins de santé primaires et son financement. Parlons-en un peu. Nous savons que les SSP, donc les soins de santé primaires, sont considérés comme la voie vers la couverture sanitaire universelle. Et dans sa réalisation et la réalisation des objectifs durables, bien sûr. Donc, cartographier les ressources et mesurer les dépenses en SSP est une première étape essentielle pour comprendre pourquoi certains pays améliorent l'accès aux services de santé, assurent une protection contre les risques financiers et atteignent, bien sûr, la CSU. Mais nous savons également tous que les SSP sont de plus en plus reconnus comme la base de tout système de santé et comme l'approche la plus efficace, je dirais même efficiente et équitable pour obtenir les services de santé essentiels à la majorité de la population à moindre coût. Et d'ailleurs, de l'avis de plusieurs experts, les SSP doivent clairement être considérés comme une voie vers la CSU et la réalisation des objectifs de développement durable, comme je le mentionnais plus haut. Et dans ce sens, de nombreux décideurs plaident d'ailleurs en faveur d'une augmentation des dépenses consacrées aux services de santé, de soins de santé primaires. Bien que la demande d'informations sur les dépenses des SSP augmente, tant de par les décideurs politiques nationaux que la communauté internationale, cartographier les ressources et mesurer ces dépenses reste une tâche immensément complexe. Pour autant, nous ne pouvons pas en échapper, car cette cartographie des mesures des dépenses des SSP est une étape essentielle pour comprendre, par exemple, pourquoi la performance des systèmes de santé et les résultats sanitaires de certains pays sont meilleurs que d'autres et où des efforts supplémentaires peuvent être déployés pour améliorer la performance. Malheureusement, à ce jour, la cartographie des ressources et le suivi des dépenses en SSP est inexistant dans plusieurs pays, embryonnaire dans d'autres, et bien sûr, on a un nombre limité de pays qui essayent d'avancer dans cet agenda-là. Et aujourd'hui, durant ce webinaire de 90 minutes, nous allons discuter de la cartographie donc, des ressources et le suivi des dépenses de soins de santé primaires. Et donc, pour cette session, nous avons avec nous plusieurs intervenants, comme vous pouvez le voir à l'écran, que nous allons donc introduire au fur et à mesure qu'ils ou qu'elles vont prendre la parole. Bien sûr, cela ne vous a pas échappé. Nous tenons toujours à avoir un mix dans les interventions, en s'assurant d'écouter les experts internationaux, mais surtout d'entendre les acteurs nationaux qui sont source d'apprentissage des réalités opérationnelles et expérientielles. Aujourd'hui, donc, nous allons grandement bénéficier des expériences du Burkina Faso et de Madagascar, deux pays riches d'enseignements en matière de cartographie des ressources et du suivi des dépenses des soins de santé primaires. Dans un premier temps, donc, je vais appeler Hélène Van de Poel, que plusieurs connaissent très bien, car elle a pendant plusieurs années dirigé l'équipe du financement de la santé du GFF, avant de rejoindre il y a à peu près un an l'équipe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, communément appelée MENA. Hélène nous fera pendant 10 minutes une présentation de cadrage sur la mesure du financement des soins de santé primaires. Alors, Hélène, si tu nous écoutes, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Isidore, pour l'introduction et merci pour l'invitation. Je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui dans cette discussion très importante sur laquelle on a travaillé pendant pas mal d'années ensemble. Grand merci. En fait, je vais faire une présentation un peu plus générale sur l'importance des soins de santé primaire. Je pense que tu as déjà décrit un peu pourquoi c'est un grand défi, une grande priorité. Et je vais parler un peu de pourquoi c'est important de mesurer les dépenses en soins de santé primaire, pourquoi c'est si difficile de mesurer, quelles sont les options. Je ne vais plus répéter ce que tu viens déjà de décrire. Je pense qu'on est tout d'accord que les soins de santé primaire sont vraiment essentiels. On ne peut pas avancer à travers la couverture sanitaire universelle sans un fondement des soins de santé primaire forte, parce que c'est vraiment là où on peut gérer les services de santé essentiels,
prévenir et traiter les pathologies, pas seulement chroniques, mais aussi répondre aux épidémies. C'est vraiment là où on peut fournir des soins le plus efficaces qui rendent le système de santé soutenable. C'est là où on peut faire la prévention, le early detection, le diagnostic précoce et vraiment faire en sorte qu'on gère le système de santé dans un budget. Et c'est aussi là où je pense qu'il y a un accès pour les plus vulnérables, les plus pauvres, les zones les plus éloignées dans beaucoup de pays. Euh, donc, très important. Néanmoins, on voit que dans beaucoup de pays à revenus intermédiaires et faibles, on voit que le financement des soins de santé primaire n'est pas suffisant. Souvent, ils sont sous-financés en comparaison avec les soins de santé secondaires et tertiaires. Pourquoi? Je pense plusieurs raisons. Probablement très importante raison, c'est que les soins de santé primaire, politiquement, souvent, sont un peu moins importants que les grands CHU, les grands hôpitaux qui ont beaucoup de visibilité dans les grandes villes. Donc, il y a peut-être une importance politique qui manque parfois. Aussi, je pense que la soins de santé primaire, il n'arrive pas à atterrir des ressources. Comme vous le savez, un grand hôpital, ça nécessite beaucoup de ressources humaines, des entrantes, les médicaments, capital pour l'infrastructure. Les soins de santé primaire, souvent, sont financés dans un mode plus passif. Ce sont des transferts qui sont envoyés vers les régions, vers les districts, mais ils n'attirent pas un budget assez significatif et dans une manière très active comme font les hôpitaux. Si on regarde un peu ce sous-financement que je viens de parler en chiffres, et ça c'est un diapo que j'ai pris de cette Lancet Commission qui a étudié le financement des soins de santé primaire dans beaucoup de pays du monde. C'était publié en 2022, je pense. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail comment ils ont mesuré ça, mais juste pour faire le point que vraiment, si vous regardez les pays à revenus faibles, les pays à revenus intermédiaires et faibles, les dépenses publiques pour les soins de santé primaire sont très, très bas. 3 dollars par personne, c'est vraiment presque rien. C'est vraiment beaucoup, beaucoup peu et beaucoup moins qu'on a besoin pour renforcer cette base importante du pyramide du système de santé. Maintenant, si on décompose un peu ces 3 dollars par personne, on voit que oui, les dépenses pour les soins de santé primaire faites par le gouvernement, les dépenses publiques sont assez limitées. Ils sont supplémentés souvent avec des ressources extérieures, des bailleurs. Presque 3 fois ces 3 dollars, ça augmente jusqu'à 8 dollars. Et ils sont augmentés encore avec les dépenses directes des ménages. Donc, OK, ça veut dire que le budget total pour les soins de santé primaire, c'est beaucoup plus que ces 3 dollars de dépenses publiques, mais il y a des défis avec cette manière de financer. Vous savez tous qu'un financement des donateurs, ça peut aider, mais ça a des défis parce qu'il y a une imprévisibilité énorme et on vient de le constater les derniers mois, je pense, partout dans le monde. Et comme vous le savez aussi, je pense que les dépenses directes de ménage, c'est la manière la plus inefficace et inéquitable de financer les soins de santé primaire. Donc, ça vraiment fait que les gens vont reporter, chercher, consulter des soins et ça veut aussi dire que vous faites payer les gens au moment où ils sont malades, où ils sont le moins de capacité. Aussi, ça désincite l'utilisation des soins de santé de prévention et de promotion. C'est dommage parce que si on regarde un peu chaque pays, n'importe quel niveau de revenus ou de développement, la couverture, le degré de couverture de santé universelle a une corrélation extrêmement forte avec les dépenses pour le soins de santé primaire. Même dans les pays à revenus très élevés, la CSU vraiment nécessite une structure et un financement de soins de santé primaire très, très important. Donc, comment est-ce qu'on peut maintenant faire ce plaidoyer dans les pays à revenus intermédiaires et faibles? Comment on peut plaidoyer pour des ressources plus significatives et aussi faire ce plaidoyer au moment que le budget est annoncé et faire le suivi si vraiment les dépenses suivent ces priorités. Il y a des difficultés avec cela. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de mesurer les dépenses en soins de santé primaire dans un pays? Je pense
Plusieurs raisons. La première, c'est que le soin de santé primaire, c'est un concept élastique. Il n'y a pas une définition assez fixe. Et dans chaque pays, ils ont une définition un peu différente sur quels prestataires vraiment sont considérés comme établissements primaires vis-à-vis secondaire et tertiaire. C'est un peu plus facile peut-être de classifier, d'utiliser une classification fonctionnelle. Ça veut dire selon type de service. Je pense qu'on peut se mettre d'accord quel type de service on regarde comme soins de santé primaire à travers secondaire. Et c'est pour cela, je pense que les comptes nationaux de santé qui sont appuyés par l'OMS utilisent cette classification fonctionnelle. Donc, il faut vraiment voir combien de dépenses sont utilisées pour les services liés à la santé primaire. Ça, c'est utile, mais ça veut aussi dire qu'il y a des pays qui peuvent parfois dépenser beaucoup pour les soins de santé primaire, néanmoins que la plupart des services se font dans les hôpitaux, dans les zones urbaines, par exemple. Donc, du point de vue politique, je pense qu'on est souvent vraiment intéressé à savoir combien de ressources sont vraiment dépensées à travers les structures de santé primaire dans les zones ruraux, éloignées, vraiment les frontline services, les services de premier point de contact. Ça devient plus compliqué parce qu'on ne peut pas très facilement définir cet établissement. Troisièmement, je pense un défi, c'est que, comme j'ai déjà dit, les soins de santé primaire sont financés dans une manière un peu passive. C'est pas trop clair. Il n'y a pas souvent un budget vraiment alloué. On doit faire des imputations à travers des transferts aux régions, aux districts. Comme j'ai déjà dit, il y a les bailleurs qui jouent un rôle assez important, mais ils utilisent des manières de budgétiser, de dépenser qui n'est pas du tout alignée avec le système du gouvernement. Donc, c'est un peu difficile de développer la visibilité globale. Et dernièrement, peut-être le plus important, je pense, les mêmes raisons pour lesquelles les dépenses consacrées aux soins de santé primaire sont souvent insuffisantes, expliquent aussi les raisons le manque d'intérêt pour connaître précisément ce montant. Il y a vraiment un lien entre la nécessité de savoir et la facilité de mesurer. Donc, quelles sont les options? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est, je pense, c'est cela qu'on va discuter aujourd'hui. J'ai déjà fait référence aux comptes nationaux de santé. Je pense que vous connaissez très bien cet exercice-là. Ça se fait souvent chaque année. C'est vraiment un outil très, très, très puissante pour avoir une vue globale, pour faire des comparaisons cross-country. On peut comparer vraiment les dépenses d'un pays par un autre pays. Le défi, c'est que pour les soins de santé primaire spécifiquement, comme je viens déjà de décrire, ça utilise une définition fonctionnelle qui parfois n'est pas alignée avec vraiment ce qu'on voudrait savoir comme point de vue politique, pour vraiment mesurer un peu le progrès avec une certaine refonte qui veut vraiment faire améliorer, mettre à jour les structures de santé primaire dans les zones rurales. Cet indicateur, peut-être, n'est pas le plus pertinent. Et aussi, les données des comptes nationaux de santé, ils viennent avec un délai de souvent 1 an, 2 ans. Donc, il y a une difficulté pour utiliser ces chiffres pour un active policy dialogue. À l'autre inverse peut-être de cette continuum, il y a la matrice de progrès de politique de santé, un outil développé aussi par l'OMS. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent très bien. C'est un outil plutôt qualitatif pour vraiment diagnostiquer les défis dans le financement de santé, pour identifier les priorités, suivre dans une manière beaucoup plus qualitative. Et je trouve cet outil-là peut-être peut aider à guider un peu cette définition des indicateurs pratiques liés à une forme de soins de santé primaire, mais vraiment pas permettre de les mesurer. Je pense que la cartographie des ressources, de laquelle on va parler aujourd'hui, pourrait faire peut-être ce lien. Ça pourrait être un outil qui peut aider à établir, définir des indicateurs pratiques, pragmatiques, qui sont vraiment liés à une certaine refonte et qui pourrait produire des indicateurs quantitatifs liés dans la manière dans laquelle on travaille dans les comptes nationaux de santé. Et dernièrement, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais il y a les examens de dépenses publiques, le Public Expenditure Review, il y a différents types de cela. La banque fait un certain exercice pendant pas mal de pays dans une manière assez régulière. Ça ne sont plus des diagnostics qu'on fait chaque 2, 3, 4, même 5 ans pour vraiment faire des évaluations approfondies. Et de nouveau, ça ne permet pas vraiment de faire le suivi en termes réels
du progrès de fonte. Et je sais que je dois finir parce que j'ai déjà dépassé la 10 minutes. Donc, dernière slide, juste pour dire le message clé, à mon avis, c'est vraiment que n'importe quel outil on utilise, la mesure n'a de sens que si on se soucie des résultats. Vraiment, il n'y a aucun sens de produire des données, d'utiliser un outil si on ne va pas utiliser les données. Je pense qu'on a vraiment besoin de données si on veut faire le plaidoyer pour plus de dépenses pour le soin de santé primaire. Mais je pense aussi qu'on doit traduire ces données dans les outils de plaidoyer, de développer des arguments politiques. Euh, et dernièrement, peut-être aussi, il y a des différents outils, ils ont des différents pros et cons, ils vont exister ensemble. C'est important. Les coûts de transaction sont très élevés. C'est important qu'on aligne la manière, l'équipe des ressources humaines, la collecte des données dans la mesure possible pour éviter tous ces coûts de transaction élevés et faire en sorte qu'on utilise les ressources limitées dans les pays d'une manière plus efficace. Donc, Isidore, je vous redonne la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, Hélène. Vraiment merci pour cette présentation riche d'enseignements et qui nous permet de mieux saisir non seulement les difficultés de la mesure des dépenses en soins de santé primaire, mais également les options qui s'offrent. Je pense que c'est vraiment sur ce message que nous allons rebondir. Parlant justement d'options, notre second intervenant, Yacine Kanke Chouampi, nous parlera donc de l'outil de la cartographie des ressources et du suivi des dépenses dont a mentionné Hélène comme pouvant être une option. Donc, Yacine est économiste de la santé et travaille avec le GFF. Le défi, Yacine, pour toi, ce serait justement de nous présenter cet outil en 12 minutes. Merci Isidore et merci Hélène pour ta présentation. Donc, comme Hélène l'a indiqué dans sa présentation, la cartographie des ressources et le suivi des dépenses de santé, c'est un outil parmi les diverses approches qui sont disponibles pour réaliser le suivi des ressources allouées à la santé. Et l'une des caractéristiques principales qui distingue la cartographie par rapport aux autres exercices, c'est le fait que la cartographie apporte une dimension prospective à l'analyse. Donc, en plus de l'analyse des dépenses passées du gouvernement et des partenaires, la cartographie va également s'intéresser aux données budgétaires de l'État et aux allocations que les partenaires planifient pour les années à venir euh, dans le secteur de la santé. Donc, la cartographie peut ainsi être un outil utile pour la planification annuelle grâce à cette dimension prospective-là. Voilà. Donc, grâce à la cartographie, on peut répondre à un certain nombre de questions relatives au financement de la santé au niveau du pays. Par exemple, la toute première, c'est par exemple celle de la transparence des financements. Grâce à la cartographie, on peut déterminer qui finance quoi dans le pays, euh, à quel niveau, quand et aussi pour quel montant. La cartographie peut également servir pour informer la mobilisation de ressources pour le plan stratégique sanitaire ou, par exemple, le dossier d'investissement en santé maternelle et infantile. Car lorsque les priorités ont été identifiées et le costing effectué, l'on peut utiliser la cartographie pour déterminer si l'on dispose de financement suffisant pour justement mettre en œuvre la stratégie qui a été développée et également de déterminer s'il y a des déficits de financement et d'identifier quels sont les domaines qui sont les plus sous-financés. La cartographie peut également permettre d'analyser ou d'évaluer si les financements des partenaires sont effectivement alignés sur les priorités nationales telles que définies dans la stratégie. La cartographie peut également permettre de regarder si les financements des partenaires et même ceux de l'État sont équitablement répartis, s'ils sont alloués de façon efficiente, et surtout s'il y a une corrélation entre ces financements-là et les besoins. Donc ça, c'est la question de l'alignement, de l'efficience et de l'équité, qu'on peut également regarder au niveau des dépenses. Et puis, la dernière question à laquelle on peut répondre par la cartographie, c'est celle de la mise en œuvre coordonnée des dépenses qui sont réalisées tant par les partenaires que par l'État. Pour ce qui est du processus de la cartographie, de façon simplifiée, de façon résumée, on peut le présenter en quatre grandes étapes.
La première étant la phase préparatoire, qui est celle dans laquelle on va déterminer quels sont les objectifs que l'on veut atteindre à travers la réalisation de l'exercice de cartographie. En lien avec cette détermination des objectifs, on va identifier donc l'utilisation qui va être faite des résultats obtenus. Hélène l'a indiqué, le plus important, c'est pas seulement de produire les données, mais c'est ce qu'on va en faire. Donc, pendant cette phase préparatoire, l'un des points importants, c'est de bien identifier ce à quoi vont servir les résultats qui vont être obtenus en bout d'exercice. C'est également dans cette phase que l'on va déterminer quel va donc être le champ à couvrir par la cartographie, tant en termes de période temporelle qu'on veut couvrir, qu'en termes d'acteurs que l'on veut cibler, et également quel type de flux financier on veut cibler dans le cadre de la cartographie. La deuxième phase est celle de la création ou de l'adaptation de l'outil de collecte des données, ainsi que sa validation. Donc, ici, on va donc mettre en œuvre les éléments qui ont été déterminés pendant la phase préparatoire et puis donc tester l'outil et puis le valider avec les différentes parties impliquées. Dans la troisième phase, c'est en fait celle de la collecte des données et leur validation. Donc, c'est un processus itératif et qui peut impliquer de devoir relancer les partenaires ou les différentes entités publiques pour recueillir leurs données et les valider, s'assurer qu'elles sont complètes et correctes. La quatrième phase, c'est celle de l'analyse des données, de la production du rapport et puis donc de la dissémination des résultats. Pour ce qui est du suivi des ressources allouées aux soins de santé primaires, tout spécifiquement, Hélène, dans sa présentation, a déjà expliqué pourquoi est-ce que, il est important de suivre les ressources allouées aux soins de santé primaires. Elle a également relevé les difficultés que l'on rencontre à mesurer les progrès en la matière. La cartographie peut donc servir, en fait, peut apporter un début de réponse ou un élément de réponse du fait de sa flexibilité, puisqu'elle permet de définir des indicateurs spécifiques à chaque pays. Il n'y a pas de cadre normatif qui fige le type d'indicateur que l'on peut utiliser. Cela permet donc en fait d'avoir la cartographie comme un outil qui complète l'approche qui est utilisée dans les comptes nationaux de la santé. Le revers de la médaille de cette flexibilité, c'est que justement les comparaisons entre pays ne vont pas toujours être possibles et parfois même vont être impossibles puisque les indicateurs ne vont pas forcément être alignés d'un pays à l'autre. Là, c'est une illustration de ce qu'ils ont, par exemple, pu faire ce qui a été fait au Burkina Faso dans le dernier exercice de cartographie pour ce qui est de l'analyse des ressources disponibles pour les années 2024 à 2026 par niveau de soins. On voit par exemple la désagrégation pour ce qui est du niveau régional ou du niveau district ici. Ils ont également pu analyser le déficit de financement des soins de santé primaire sur la même période en comparant les financements disponibles de la part du gouvernement et des partenaires au coût des soins de santé primaire tels que reflétés dans le plan d'action triennal du ministère. Là, c'est également une illustration de ce qui a été fait, par exemple, à Madagascar, toujours une analyse des allocations sur la période 2022 ici à 2029 par niveau de soins. Et plus en détail, ils ont pu mettre en relation les sources de financement, les agences d'exécution, les catégories de coûts et donc les différentes composantes des soins de santé primaire. Une dernière illustration, ça vient de la RDC, où en plus de l'analyse des allocations par niveau de soins, ils ont également pu analyser l'exécution des dites dépenses. Et ici, par exemple, on peut voir que le niveau périphérique, où sont concentrés l'essentiel des soins de santé primaire, non seulement reçoit l'allocation la plus faible, mais également le taux d'exécution le plus faible se retrouve à ce niveau-là. Pour finir, il faut dire que en fait, l'institutionnalisation de la cartographie, c'est un objectif en fait, qui doit être poursuivi par les pays parce que pour pouvoir le faire perdurer, en fait. Et un certain nombre de paramètres ou un certain nombre de facteurs peuvent favoriser cette institutionnalisation. Le premier paramètre, c'est l'appropriation par le pays, car il est important que la cartographie ne reste pas un exercice temporaire qui soit piloté par des acteurs extérieurs.
Le deuxième facteur qui concourt à l'institutionnalisation, c'est le renforcement des capacités. Il est important pour l'équipe du ministère de la Santé de développer justement des compétences tant en matière de collecte et d'analyse des données, de diffusion des résultats, mais aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ou modifier, adapter l'outil de cartographie. Ceci également pour éviter de dépendre de l'assistance technique pour la réalisation de l'exercice. La digitalisation et l'intégration des données de la cartographie aux autres systèmes de données existants dans le pays peut également contribuer à l'installer dans le paysage et à l'ancrer dans les usages en termes de données disponibles. Et puis enfin, comme l'a évoqué Hélène, l'harmonisation de la cartographie avec les autres exercices de suivi des ressources est également un pas important. Ici, je précise, ça permet notamment de réduire les besoins en termes de ressources humaines et ressources financières pour conduire l'exercice. Ça permet également d'assurer la cohérence des données entre les différents exercices. Et juste pour noter ici que l'OMS et le GFF ont travaillé ensemble en 2022 pour développer un guide de l'harmonisation de la cartographie et des comptes nationaux de la santé. C'est un guide qui a déjà été utilisé par un certain nombre de pays et où les expériences se sont plutôt bien passées. Et cela peut donc servir pour les pays qui veulent s'engager dans ce chemin de réaliser les deux exercices de façon concomitante. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci une fois de plus et à toi, Isidore. Merci beaucoup, Yacinthe. Merci pour cette belle et riche présentation qui nous permet quand même de comprendre davantage l'outil de la cartographie des ressources et du suivi des dépenses qui actuellement est mis en œuvre dans beaucoup de pays, je dirais dans la plupart des pays soutenus par le GFF, et qui est également, comme tu l'as si bien relevé, est une tentative de réponse aux défis soulignés par Hélène dans sa présentation de cadrage. Maintenant, pour comprendre davantage, pour bien comprendre comment cet outil est mis en œuvre au niveau des pays, nous avons avec nous cet après-midi donc deux panélistes de haut niveau qui nous viennent du Burkina Faso et de Madagascar. Nous avons Vincent Batiéné, qui est le directeur de la prospective, de la planification et du suivi et évaluation au ministère de la Santé du Burkina Faso, et Thierry Raharison, qui est le directeur des affaires administratives et financières auprès du ministère de la Santé publique de Madagascar. Et vous avez très bien compris, ce sont des gros calibres que nous avons avec nous dans ce panel. Avec nos deux panélistes, nous allons donc aborder quelques questions pour comprendre comment cet exercice de cartographie des ressources et du suivi des dépenses a été mis en œuvre ou alors est mis en œuvre dans leur pays. La première chose, nous aimerions un peu savoir la mise en œuvre de la cartographie des ressources et du suivi des dépenses dans votre pays. Est-ce qu'elle a contribué à améliorer la transparence et l'efficacité du financement des soins de santé primaires au niveau de votre propre pays? Si oui, comment et pourquoi? Peut-être nous allons commencer avec Vincent. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je voudrais, avant de commencer, dire que les soins de santé primaire, c'est une priorité pour le Burkina Faso. En ce sens, nous avons élaboré un plan de renforcement pour les soins de santé primaire pour la période 2024-2028 et nous avons une agence nationale de gestion des soins de santé primaire. Et les soins de santé primaire, c'est environ 73% des estimations du plan national de développement sanitaire, soit environ 584 milliards chaque année. Et aussi, il faut dire que le Burkina Faso est l'un des rares pays qui alloue environ 12% de son budget annuellement, malgré le contexte sécuritaire à la santé. Donc, pour ce qui concerne votre question, en recueillant les dépenses et les projections de financement de tous les principaux acteurs, notamment les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les ménages, l'État, la cartographie accroît la visibilité. Cela nous permet de savoir qui fait quoi, où, quand, avec quel montant. Donc, nous calculons les gaps à partir de cette cartographie que nous présentons au cours de réunions. Et je pense que hier, nous avons tenu une réunion avec les partenaires techniques et financiers où nous avons présenté les gaps des différentes priorités du ministère de la Santé suite aux décisions de l'administration américaine. Donc, au cours des réunions, nous présentons les gaps
issus des priorités et nous faisons la mobilisation des ressources auprès des partenaires. La cartographie aussi a permis au ministère de l'Économie et des Finances de faire confiance au ministère de la Santé et également la plupart des acteurs, que ce soit au niveau des régions et au niveau national, ils utilisent cette cartographie pour la planification opérationnelle et stratégique. Donc, voici ce que je peux dire par rapport à l'exercice de cartographie au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Et on comprend très bien hein, le lien, effectivement, comme vous l'avez démontré, entre la cartographie et la transparence. Et cette transparence, d'ailleurs, qui a permis d'avoir justement une bonne relation avec le ministère de l'Économie et des Finances, ce qui n'est pas souvent le cas dans la plupart de nos pays. Donc, je vais retourner la même question à Thierry, pour qu'il nous donne aussi sa perception de la chose, ce qui est de son pays, Madagascar. Merci Isidore et bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir de partager l'expérience de Madagascar dans cette session. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que Madagascar en 2024 était euh, à son premier exercice de cartographie. Donc, il est un peu plus tôt de dire, de tirer de tirer des conclusions par rapport à l'efficacité, mais par rapport à la transparence, l'exercice de la cartographie a fortement répondu à la demande du ministère de la Santé. Donc, notamment, des analyses de constats ont été vraiment mises en lumière donc, par rapport à tout ça. Donc, par exemple, que notre plan de développement sectoriel sur les 2 dernières années de ce plan a été surfinancé. C'est l'analyse de la cartographie qui nous a montré ceci. Sur ce qui est la mobilisation de ressources, on a eu donc un certain degré de prévisibilité de nos ressources sur certaines sources de financement, allant jusqu'à plus de 30 mois de prévisibilité pour certains bailleurs. Mais il reste vraiment des informations à améliorer cette année sur l'éclatement de ces sources de financement par rapport à l'équité au niveau des régions et puis sur l'approche soins de santé primaire et soins de santé autres que santé primaire. Donc, l'analyse nous a fait ressortir aussi certains éléments que la plupart des budgets du ministère de la Santé, notamment sur financement interne et externe, sont beaucoup plus gérés au niveau central à 28% et que les dépenses relativement très faibles sur les soins de santé primaire. Certes, il y a eu une tentative de calcul et d'évaluation des soins de santé primaire pour Madagascar dans l'exercice des comptes nationaux de santé de 2023. Mais ceci reste encore à vérifier par la prochaine exercice cette année de la cartographie. Donc, ce qui nous invite vraiment à des arguments de réforme, notamment de faire ressortir un peu des analyses qui dans le concept de l'approche financement externe, le financement externe est beaucoup plus géré en mode gestion de projet que gestion vraiment à s'aligner sur le plan de développement sectoriel de la santé. Donc, à déployer un peu les stratégies et puis flécher sur des résultats un peu plus concrets des soins de santé primaire, notamment en termes d'indicateurs de résultats pour le secteur. Voilà peut-être les premiers mots que j'avancerai dans ce processus. Certes, c'est un diagnostic qui pourrait vraiment alimenter les réflexions très, très stratégiques et techniques, mais en tout cas, il reste vraiment un portage très politique euh, qui vraiment reste un défi grand majeur pour que ça s'améliore en termes d'efficacité et de transparence. Merci, Isidore. Merci beaucoup, Thierry. Très intéressant de voir toute cette dynamique du côté de Madagascar. Je vais me retourner vers le Burkina Faso, sachant que le Burkina Faso a déjà eu à réaliser plusieurs exercices de la cartographie des ressources et du suivi des dépenses. Alors, Vincent, quels sont les principaux défis rencontrés dans son institutionnalisation? Et ça, peut-être en 30 secondes, hein, assez rapidement, si vous pouvez nous dire, c'est quoi les principaux défis que le Burkina Faso fait face dans le processus de l'institutionnalisation de cet exercice-là? Merci bien, Isidore. Nous avons bouclé 3 éditions complètes de l'exercice de cartographie dynamique des ressources depuis 2021 à l'occasion de l'élaboration du nouveau plan national de développement sanitaire. Nous sommes dans la 4e édition pour informer la nouvelle stratégie nationale de développement sanitaire
pour la période 2026-2030. Donc, il faut dire qu'il y a eu une amélioration du taux de réponse de la part des partenaires depuis que nous avons commencé. Nous étions autour de 61% en termes de réponse en 2022 et en 2024, nous sommes à 93% de taux de réponse de la part des partenaires. Il faut dire que nous travaillons avec des points focaux au niveau des différentes agences pour pouvoir renseigner l'outil de la cartographie dynamique des ressources qui est en ligne. Donc, en termes de défis, il faut surtout, il y a des défis liés au processus même de réalisation de la cartographie. C'est surtout la lente réactivité de la part de certains partenaires. Lorsque nous commençons la collecte des données, une lettre de Monsieur le ministre de la Santé est envoyée à l'ensemble des partenaires techniques et financiers via le chef de file. Donc, en fonction de la réactivité, il y a souvent une lenteur pour renseigner les données. Il y a aussi le niveau de désagrégation des données. Il y a, du fait que l'instrument est assez désagrégé, c'est très difficile de renseigner l'ensemble des informations demandées. Donc, en termes, sur le volet institutionnel, c'est aussi la capacité des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé à piloter tout le processus parce que nous recevons régulièrement des requêtes de la part des partenaires pour une demande d'informations et de données avec un niveau de désagrégation assez soutenu. Il y a aussi l'exhaustivité des besoins parce que c'est une cartographie globale qui ne peut pas satisfaire à la demande de tous les besoins. Donc, du coup, ça fait que certains acteurs ne retrouvent pas leurs besoins pris en charge, mais dans les discussions, nous arrivons à valider l'outil ensemble. Je prends l'exemple de la santé communautaire où nous avons fait des séances de travail pour désagréger l'outil pour avoir des niveaux de détail qui vont satisfaire aux besoins de la santé communautaire. Ça a été également le cas pour la chaîne d'approvisionnement. Nous nous sommes retrouvés pour ajouter des éléments à l'outil pour satisfaire les besoins des structures qui en charge de la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi la faible prévisibilité des financements pour certains partenaires. Idéalement, c'est d'avoir une visibilité sur 3 à 5 ans, mais malheureusement, avec l'outil, certains partenaires ont une visibilité sur une année. Ça fait que lorsque nous nous projetons sur 3 ans, les prévisions de financement sont assez faibles pour informer la planification ou la prise de décision. Mais dans l'ensemble, avant l'exercice, nous faisons une grande réunion pour vraiment s'accorder sur ce que nous allons collecter et ça se passe relativement bien. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Vraiment, merci beaucoup. Et je me retourne donc vers Madagascar. Donc, à l'opposé du Burkina Faso, Madagascar, on l'a compris, vient de réaliser son premier exercice donc, de cartographie des ressources et de suivi des dépenses. Alors, Thierry, quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre donc, voilà, de ce travail-là dans le contexte de Madagascar? Et surtout, comment est-ce que vous avez, quelles sont les stratégies qui ont été développées pour pouvoir y remédier ou alors pour espérer y remédier pour les prochains exercices? Merci Isidore. Euh, L'outil tel qu'il est présenté, donc c'est vraiment un outil de base, donc qui reste vraiment à spécifier pour certaines demandes et besoins par rapport au pays. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on a compris l'année dernière. Cet exercice, donc, tout au commencement de cette année, donc dans l'exercice de l'institutionnalisation, on a commencé par vraiment décerner donc le plan d'analyse sur ce que les besoins du secteur du pays veut réellement pour analyse ou cartographier. Donc, enfin, c'est vraiment pas vraiment la satisfaction complète, mais il reste vraiment d'actualiser l'outil par rapport à ces besoins-là. Je pense qu'on est tout de même aussi de même circonstance que le Burkina Faso sur la faible granularité de certaines données qui sont avancées par certains partenaires techniques et financiers. Il y a même des lignes qui peuvent atteindre environ des millions de dollars, alors que ça devrait être beaucoup plus disparate sur des actions beaucoup plus concrètes de résultats. Cette année, donc, dans l'exercice, on a fixé des montants dans les lignes, dans le tableau de collecte de données, comme quoi donc cette granularité par rapport aux données des PTF devront être vraiment mises en exergue et puis vraiment disparates. Ensuite, le remplissage se fait toujours de manière assez partielle. Hein. Ce n'est pas toujours des données assez complètes qu'on a, que les sources de données nous parviennent. Donc,
Donc, un renforcement sur l'affectation d'un groupe de suivi sur les partenaires, donc, surtout sur les ONG et tout ça, ont été mis en exergue comme stratégie cette année. Il y a aussi une difficulté de ventilation un peu de financement sur les financements extérieurs sur les différentes régions de Madagascar qui en comptent vraiment 24 en ce moment. Donc, sur le principe de l'équité, donc on est face à un grand défi. Comment est-ce qu'on aura vraiment les informations assez complètes sur chaque intervention au niveau de chaque région? Donc, une complexité aussi sur d'une certaine manière aussi sur le financement des multiples sur un même projet. On a aussi des activités de programmes qui financent un même projet. Donc, ceci aussi, c'est vraiment un grand défi pour nous de les ériger en sous-programme pour cet exercice de 2025. Pour Je pense que le problème le défi pourrait être aussi le même pour tout le monde. C'est sur le problème de qualité de données et tout ce qui est assurance de qualité de données. Donc, certains partenaires, certaines entités ne remplissent pas vraiment comme il se doit. D'autres font des copies en littéraire des chiffres. Donc, sur le décryptage et puis l'encodage des données, on a vraiment des, des défis vraiment rencontrés et puis de grand travail par l'équipe technique. Donc, une amélioration de ces résultats pourrait aussi nous conduire à des rapports, des rédactions de rapports pas assez globales, mais suivant des policy briefs vraiment fixés ou vraiment flashés sur les besoins spécifiques et de certaines peut-être requêteurs. Voilà un peu donc les grands défis que nous sommes confrontés en 2024, mais cette année, je pense qu'on sera en mesure de les améliorer petit à petit, vu que l'institutionnalisation pour Madagascar vient de se faire cette année. Merci beaucoup, Thierry. Peut-être vous êtes assez humble, mais je pense que c'est important de relever effectivement ce grand bond qu'a effectué Madagascar, c'est de partir d'un seul exercice et de pouvoir institutionnaliser l'approche déjà au second exercice. Je pense que c'est vraiment, ça mérite de relever ça ici. Mais si j'ai bien compris de vos interventions, on a des défis qui sont assez communs et des défis qui sont très spécifiques chaque pays. Et c'est là justement tout, je dirais, la flexibilité aussi de l'outil qui permet d'adapter aux besoins spécifiques des pays. Donc, je pense que ça, c'est important de relever. Maintenant, le Burkina Faso, Vincent, le dernier rapport de la cartographie des ressources dans ton pays couvre l'évolution des dépenses de santé entre 2002 et 2023. Est-ce que vous pouvez nous donner globalement globalement les tendances, et ça vraiment juste en quelques secondes, notamment en ce qui concerne le financement des soins de santé primaires. OK, merci beaucoup. Entre 2022 et 2023, les soins de santé primaire ont reçu environ 585 milliards et 551 milliards respectivement, avec un taux d'exécution moyen de 86%. Voilà, l'exécution est plus élevée pour les financements des partenaires que pour l'État. L'État, c'est autour de 70% d'exécution contre 83% pour les partenaires techniques et financiers, ce qui souligne la nécessité d'une meilleure gestion vraiment des finances publiques. Et les dépenses sont surtout financées par les ménages, ce qui montre la nécessité de réduire vraiment les dépenses catastrophiques. Et dans ces dépenses, les partenaires ont contribué à environ 31%, l'État à 23%, le secteur privé 5%. Donc, voici ce qui en tout est ressorti de l'analyse des dépenses captées par la cartographie dynamique des ressources. Et justement, dans ce même rapport, parce que j'ai eu un peu l'opportunité de le parcourir, euh, vous présentez également les ressources attendues entre 2024 et 2026 en Oui, termes de projection. Donc, oui. quels sont, selon vous, les principaux écarts identifiés dans le financement des SSP pour cette période indiquée, là, c'est-à-dire 2024 et 2026, et quelles sont les stratégies en fait envisagées pour les combler? OK. Merci beaucoup. Le plan triennal 2026-2024 du ministère émane du plan national de développement sanitaire où, je l'ai dit tantôt, les soins de santé primaires occupent vraiment une place
importante. Donc, sur les 3 années, c'est une prévision d'environ 1402 milliards, soit une moyenne de 467 milliards qui sont prévus. Et ces prévisions viennent essentiellement du budget de l'État autour de 37%, des ménages que nous avons estimés autour de 29%, les partenaires techniques et financiers autour de 28% et le secteur privé autour de 6%. Donc, parmi les sources attendues des partenaires techniques et financiers, c'est surtout le Fonds mondial avec 39%, la Banque mondiale autour de 17%, Gavi 11% et l'UNICEF 6%, et ainsi que les autres partenaires. Donc, cette ventilation a été faite pour les différentes sources de financement. Il faut dire que la majorité des sources en tout cas des ressources, soit 90%, est dédiée surtout aux formations sanitaires de premier niveau, notamment les centres médicaux, les centres de santé et les cliniques d'accouchement. Au niveau des centres médicaux avec antennes chirurgicaux, c'est autour de 8% des ressources qui vont à ces centres. Et au niveau des postes de santé, au niveau des agents de santé à base communautaire, c'est environ 2% à ce niveau. Donc, il y a vraiment, cette répartition donne un peu une visibilité sur ça. Et lorsque nous faisons les analyses par région, nous avons des régions où vraiment les ressources par habitant, c'est très élevé, notamment la région des Hauts-Bassins où nous avons le district de l'ENA, où nous sommes à 48 566 francs CFA, et contre le district de Diapaga, qui est dans la région de l'Est, qui est vraiment très bas, soit 3,5 fois plus bas. Donc, à partir de ça, nous essayons d'équilibrer pour plus d'équité, pour essayer de voir comment on redistribue vraiment ces ressources voilà, pour financer les soins de santé primaires. Merci beaucoup, Vincent. Merci, c'est assez intéressant. Je vais donc me retourner justement vers Thierry. Et Madagascar, comme je le disais, assez spécifique. Et vraiment, j'ai eu la chance de suivre un peu de près ce qui se passait de ce côté-là dans le cadre de la cartographie des ressources. Et dans le rapport, justement, dans votre rapport, Thierry, on constate qu'il y a des disparités dans l'allocation des ressources entre les régions. Et je pense que ça revient un peu à ce que Vincent soulignait tout à l'heure. Donc, quelles sont les mesures envisagées pour garantir un financement plus équitable des SSP au niveau de Madagascar, tenant compte justement de ce qu'on a observé à partir de cet exercice-là? Merci, Isidore. Je pense que on est, on est un peu plus avancé dans la réflexion et puis la conduite de Hermet 2025 sur principalement en répondant à de grands défis, donc sur l'amélioration, certes, comme vous le mentionnez, donc de la ventilation des ressources et aussi la manière dont les inégalités spatiales se posent vraiment pour Madagascar. Je pense que l'exercice pourrait être fait sur 2 périodes, hein. À court terme, il faudrait que dans le processus de la digitalisation du PTA, notamment donc le Hermet devrait beaucoup plus alimenter en termes d'orientation technique et de cadrage budgétaire. Donc, les données de Hermet pourront vraiment alimenter cette analyse afin que les notes d'orientation pour chaque région, pour chaque inégalité spatiale soient vraiment mises en exerce dans l'arbitrage des allocations. Peut-être aussi, par rapport à ceci aussi, une clé de répartition des ressources par région qui devrait être mise en exergue. Donc, par rapport à ces résultats que Hermet de 2024 nous ont vraiment montré. Donc, utiliser la cartographie de financement pour orienter vraiment les orientations à venir. Pourquoi pas des PTF aussi, et aussi pour les intégrer vraiment sur les plans stratégiques de développement sectoriel de la santé pour Madagascar, notamment donc les priorités pour les SSP. Peut-être aussi on pourrait envisager à moyen terme, je dirais comme ça, vraiment de mettre en exergue un fonds commun qui pourrait servir d'outil peut-être de péréquation pour que les bailleurs soient vraiment plus à l'aise aussi pour les ressources mises à disposition au niveau local même et pour combler un peu de cette inégalité spatiale dans les régions. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Mais étant donné
la forte dépendance de Madagascar, hein, quand même, au financement extérieur pour la santé. Alors, selon vous, comment est-ce que vous envisagez justement d'améliorer la mobilisation des ressources domestiques pour un financement plus durable des SSP? Parce que avec cette cartographie des ressources que vous avez réalisée, on a quand même constaté que les premiers financiers du système de santé, bien sûr, outre les ménages qui est capté à travers les comptes nationaux de santé. Mais à travers la cartographie des ressources, on a compris que c'est vraiment le financement du système reposait en grande partie sur les financements extérieurs. Est-ce que ça vous fait tirer des leçons et des réflexions, justement, comment est-ce que vous devez envisager d'améliorer cette mobilisation des ressources domestiques? Oui, merci Isidore pour cette question vraiment complexe et aussi centrale, hein, comme on peut le dire, parce que c'est vraiment une contrainte pour tout le monde. Euh, je pense que face à un budget assez contraint, donc on devrait être beaucoup plus axé, on devrait plus axer donc les interventions sur des résultats assez concrets. Je pense que à court et à moyen terme, on peut dissocier les choses. À moyen terme, donc peut-être à long terme aussi, il faudrait que on engage vraiment des travaux assez importants de plaidoyer pour rehausser ces allocations domestiques, notamment donc en s'appuyant sur les données de Hermet. Donc, les données de Hermet qui vont vraiment nous dissocier vraiment les gaps de financement en termes de ressources domestiques, là où l'État devrait vraiment interagir avec les partenaires techniques et financiers. Actuellement, depuis 2014, Madagascar avance beaucoup plus aussi sur les concepts de budget programme. Je pense que dans la réforme de la gestion des finances publiques, on devrait beaucoup plus orienter les choses sur l'effectivité de ce budget programme, donc en termes de résultats concrets à financer. Notamment, donc, on peut parler aussi de rationalisation de coûts de gestion. Tout à l'heure, on a dit que vraiment, on est sur à 100% des financements externes orientés financement projet, donc en mode projet. Il y a pas mal de management costs, comme on peut le dire. Pour l'année 2024, par exemple, on a eu 22 millions de dollars de management costs, rien que pour faire marcher donc, les projets financés sur financement externe. Donc, peut-être essayer de rationaliser ce coût de gestion pour sortir vraiment de cette impasse d'insuffisance de financement. Peut-être aussi, côté de l'État, faire des réflexions d'orientation et de cadrage assez concrets sur les orientations au PDF. Peut-être à court terme aussi, il faudrait que, parce que, comme il est montré sur le diapo aussi, 28% des financements de Madagascar sont engagés, donc sont exécutés au niveau central, donc pas en périphérie. Faudrait aussi essayer de réorienter un peu ces dépenses en faveur de la périphérie et appuyer la demande d'augmentation de ressources domestiques après pour que les périphéries ont les mêmes chances d'équité donc, dans le financement de leur programme. C'est vraiment des choses qui peuvent se jouer, notamment donc passer d'une approche de subvention basée sur les crédits renouvelés et pour une approche beaucoup plus fondée sur des indicateurs d'activité et de performance assez concrets. Euh, voilà un peu peut-être les réflexions qu'on pourrait apporter sur cette question, Isidore. Merci beaucoup, Thierry. Je repars vers Vincent. Et donc, ce sera ma dernière question pour toi, Vincent. Donc, une question à 30 secondes, hein. Donc, qu'est-ce que l'approche un plan, un budget, un rapport apporte de plus dans la conduite de la cartographie des ressources? Et comment est-ce qu'elle influence l'alignement des financements des partenaires avec les priorités nationales de santé, en particulier, bien sûr, pour les soins de santé primaires? Merci beaucoup, Isidore, pour la question. Il faut dire que l'approche un plan budget rapport vise à renforcer l'efficience et l'atteinte des résultats de santé en alignant les financements sur les priorités nationales. Et le Burkina Faso est engagé dans un modèle d'alignement avec l'Éthiopie, le Rwanda, la République centrafricaine, où nous avons fait un diagnostic pour évaluer notre niveau d'alignement et nous sommes à 3,8 selon le modèle de maturité qui a été utilisé. Donc, la cartographie, l'outil de cartographie des ressources a joué un rôle très important
et dans ces scores de 3,8 parce que ça a permis d'avoir en tout cas une visibilité sur un certain nombre de financements. Il faut dire que nous disposons aussi d'un document d'orientation et d'un plan d'action alignement qui a été élaboré à la suite du diagnostic du modèle de maturité de l'alignement que nous avons à notre niveau. Donc, ça permet vraiment d'assurer la coordination, d'éviter les duplications dans la planification, la supervision, de suivre les réformes du financement de la santé et aussi tous les mécanismes de suivi des ressources financières. Donc, la cartographie des ressources peut être considérée comme, à notre niveau comme un panier commun virtuel avec une visibilité centralisée de l'ensemble des ressources et des interventions. Et ça permet à l'autorité, à tous ceux qui prennent des décisions, d'avoir une visibilité et de pouvoir faire le plaidoyer tant au niveau national ou au niveau international. Donc, il faut dire que les priorités sont naturellement orientées vers les soins de santé primaire pour pouvoir garantir un accès équitable. Donc, à partir de l'outil, les priorités sont bien définies et les financements sont orientés vers les soins de santé primaire qui constituent une priorité. Donc, in fine, les données de la cartographie sont vraiment utilisées d'abord au niveau opérationnel par les différentes structures qui planifient annuellement parce qu'ils ont déjà une visibilité, ils ont des bons plans d'action chiffrés, que ce soit des plans stratégiques ou des plans opérationnels bien chiffrés parce qu'il y a déjà une idée des financements, des prévisions de financement. Et également, en termes de suivi, nous avons des indicateurs harmonisés qui nous permettent de suivre réellement les ressources injectées dans le secteur de la santé. Merci, Merci Isidore. beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Et vraiment, je pense que il y a lieu de féliciter le Burkina Faso. Cet exercice d'alignement, bien sûr, a été largement accompagné par le GFF. Vous êtes à 3,8, comme vous l'avez mentionné, c'est un score sur 5. Il faut relever que la Centrafrique, par exemple, a un score de 1,5, je pense, et puis l'Éthiopie, je pense, est autour de 3,5. Donc, il faut noter effectivement comment le Burkina Faso s'en sort très bien. C'est le lieu déjà de vous féliciter pour cet effort d'alignement. Et donc, et pour terminer dans ce panel, je me tourne donc vers Thierry, et c'est vraiment en quelques secondes, Thierry, si vous pouvez nous donner les principales leçons que vous avez tirées de ce premier exercice, et vraiment en quelques secondes, et comment est-ce que vous comptez les capitaliser lors des prochaines itérations. Merci Isidore, je vais essayer d'être très très bref. Peut-être sur l'outil, hein, ce qu'on peut retenir sur l'outil, c'est que c'est vraiment un outil qui permet vraiment d'être adapté à chaque contexte de pays. Donc, des plans d'analyse qui sont vraiment conçus préalablement, donc, et des variables utiles pour l'analyse des besoins que le secteur a vraiment dans sa requête, donc, pourrait être fait. Là, un perfectionnement aussi en allant vers la digitalisation de la collecte qui a été vraiment le défi de la première année d'exercice de Madagascar. Donc, je pense que ces leçons vraiment à tirer restent vraiment des améliorations toujours à faire et itérativement. Peut-être sur le calendrier, nous, on a proposé d'améliorer que parce que le dernier exercice ne nous a été livré que vraiment, non, c'est pas un moment non opportun, mais il faudra que l'exercice doit faire disposer des données actualisées, donc bien en amont de la préparation de la loi de finances pour le pays, pour essayer un peu de voir tout ce qui devrait être des cadrages et des arbitrages vraiment concrets de résultats. Sur l'appropriation, peut-être tout au début, donc, on avait initialement on avait deux consultants donc qui ont été en appui avec le ministère. Je pense que vraiment le relais de l'équipe par rapport à cette appropriation et aussi par rapport à une appui d'un consultant au niveau national, donc dans la phase de collecte et de l'analyse de l'exercice, serait vraiment une leçon vraiment qui nous est vraiment euh, très, très importante. Donc, sur la collecte, peut-être la reprise, il serait bien que la matrice de N-1 soit vraiment reconduite pour que l'analyse de N soit beaucoup plus allégée pour la charge de travail des acteurs. Donc,
pour cette année. Donc, on a essayé de reconduire cette matrice de N-1 pour que ça soit vraiment tout juste réactualisé et pour des options d'extension sur le nombre d'entités à enquêter et tout ça. Donc, pour la poursuite de la réflexion sur l'articulation aussi avec le CNS, donc une meilleure granularité de complétude et tout ça. Donc, on devrait être sur une logique de reversement des données de 2025 pour alimenter les comptes nationaux de santé qui devront se faire en 2026 et 2027. Donc, on a eu cette appropriation de l'outil que vraiment en prospective, on a cette prévisibilité et en rétrospective, on pourrait aussi les faire coïncider avec les données des comptes nationaux de santé. Merci Merci, beaucoup, Isidore. Thierry. Merci. Ben, je vous avais promis, ça devait être un panel de haut niveau, assez alléchant, compte tenu du calibre hein, de nos panélistes. Donc, merci à Raïson, merci à Vincent. Nous sommes donc au thème de ce panel. Nous allons ouvrir hein, les questions aux participants et malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Veuillez vous en excuser. Oui, Ayez, allez-y. Bonsoir et bon après-midi. Je suis docteur Eyengwa Jean-Junior. Je suis médecin, chercheur, représentant régional Afrique centrale pour Afro Medical Research. Alors, je dis déjà merci pour ce webinaire et moi, je j'aimerais savoir quels sont les mécanismes de financement sur le plan local qu'on peut chercher ou à avoir pour financer la recherche, surtout en Afrique, d'autant plus qu'on a très peu de professionnels qui s'engagent sur la voie de la recherche et généralement, la plupart du temps, on dépend des financements externes. Donc, je ne sais pas si ma question a sa place ici, mais je voulais quand même la poser parce qu'on a parlé quand même de financement, soins de santé primaire. Et je crois aussi que pour améliorer les soins de santé primaire, la recherche garde une très grande place. Merci. Mais sans aucun doute, la recherche est extrêmement importante et que la meilleure façon de financer tout ce qui est recherche et ce qui est santé en général doit venir des ressources domestiques. Et il y a toute une analyse sur comment comment réformer le système de taxation des pays pour pouvoir avoir plus de ressources domestiques, que ce soit pour la recherche ou pour la santé de façon plus large. Ça, c'est une réponse extrêmement simpliste, sans aucun doute. Euh, D'accord. Non, je pense que ça pose également toute la problématique de l'adaptation de l'outil au contexte, comme on l'a dit. Donc, effectivement, si la recherche est une priorité pour le pays, il faut effectivement qu'à travers l'outil de la cartographie des ressources, qu'on puisse essayer à réussir à tracer quels sont les financements qui sont dédiés donc à la recherche et en termes de prévisibilité, qu'est-ce que cela représente. Mais nous sommes effectivement tout à fait d'accord, Nouria. C'est d'abord la recherche doit être d'abord un agenda national avant de pouvoir compter sur les partenaires. Nous avions une deuxième personne qui voulait réagir. Oui, j'ai deux petites questions, voire même trois. Alors, est-ce que l'outil fonctionne-t-il hors ligne? Parce qu'on a souvent des problèmes de synchronisation. Si c'est un outil électronique ou informatique, on peut avoir des D'accord? problèmes de différenciation, de synchronisation. Après, deuxième question, peut-il intégrer les dépenses sécuritaires? Parce que nous sommes dans une situation en ce moment en RDC avec des problèmes et qui sont récurrentes. Est-ce que les données sécuritaires peuvent être intégrées? Parce qu'il faut tenir compte des blessés de guerre, des choses comme ça, les déplacés, les réfugiés qui se manifestent de manière permanente. Alors, la dernière question, est-ce qu'on peut les aligner avec les priorités budgétaires du pays? Parce qu'on sait des fois que les exercices budgétaires, c'est des fois de septembre à septembre, il y a d'autres, c'est de décembre à décembre. Voilà, c'est toutes les trois questions que je souhaiterais avoir des réponses. Merci beaucoup. Ben justement, je vais me tourner vers Yacine, qui est justement spécialiste au sein du GFF de cet outil-là. Donc, Yacine, Oui, merci Isidore et merci aux collègues pour la question. Bon, l'outil, disons que de base, c'est un outil qui est sous Excel. Je parle de l'outil de collecte des données. C'est un outil qui est sous Excel, qui peut être adapté justement par l'équipe du pays en fonction de ce qu'on a décrit dans la première étape. Quels sont les objectifs? Quels sont les usages qu'on va faire des données qui vont être collectées? C'est ça qui va déterminer le champ justement qui va être couvert par la cartographie. C'est un outil Excel qui peut être adapté donc au contexte du pays. Certains pays plus avancés, comme le Burkina et d'autres, ont
sont passés d'Excel vers une plateforme numérique. Mais ça, c'est l'étape d'après. Généralement, on ne commence pas directement par avoir un outil numérique, puisque comme il a indiqué, il y a différents défis qui viennent aussi avec la digitalisation. Certes, elle apporte des, un plus sur plusieurs aspects, mais elle vient également avec un certain nombre de défis qu'il faut bien prendre en compte en fait lorsqu'on choisit de passer d'Excel vers un outil en ligne. La deuxième partie de la question, je ne l'ai plus. Les questions sécuritaires, est-ce qu'on peut les inclure? Bon, Et également l'alignement au calendrier budgétaire, qu'en est-il? tout se décide au moment où, c'est au moment de la phase préparatoire qu'on décide le champ que l'on va couvrir dans le cadre de l'exercice. Et aussi, cette préparation permet d'évaluer justement si les données en question vont être disponibles, et puis quels acteurs. Yacine, est-ce que c'est de mon côté? Je ne te reçois plus. Je pense que l'idée est là, on a compris, Yacine. Je pense que donc Jean-Claude, en fait, l'outil, c'est un outil flexible. Donc, au début, c'est vraiment les acteurs nationaux qui décident quel est l'objectif qu'on voudrait répondre à faire cet outil. Donc, si la question sécuritaire est une question prioritaire pour le pays et que le pays voudrait cartographier les ressources qui sont destinées à ces éléments sécuritaires, bien sûr, ça devrait figurer dans cet outil. Donc, rien n'est figé, en fait. Donc, c'est vraiment un outil qui est adapté au contexte et aux besoins pour pouvoir répondre à un objectif bien précis. Également, c'est la même chose sur les enjeux budgétaires, et je pense que Thierry le relevait, en soulignant que dans le contexte de Madagascar, il faudrait s'évertuer à réaliser les exercices avant le début voilà, des réflexions pour la formulation budgétaire. Et donc, c'est la même chose, effectivement, en RDC. Effectivement, il faut que ce soit bien timé, de sorte que les résultats servent à alimenter justement les réflexions sur le développement du budget. Et donc, Nouria, je ne sais pas, c'est un exercice extrêmement difficile que je vais te demander. En 1, 2 minutes, est-ce que tu peux nous relever voilà, les interactions les plus intéressantes qui se sont passées du côté du chat? Alors, je ne vais pas oser dire lesquelles sont les plus intéressantes parce que je ne voudrais offenser personne. Néanmoins, sans aucun doute, il y a eu énormément d'interactions, énormément de questions et j'ai dû en choisir quelques-unes pour nos panélistes. Vu le temps, je ne vais vous poser qu'une seule question, mais qui en regroupe plusieurs autres. Hyacinthe, et je vais toutes les poser et ensuite peut-être qu'on peut revenir aux panélistes. Hyacinthe, il y a beaucoup d'intérêt autour de cette question de digitalisation. Je sais que tu as dit que c'était pas pour tout de suite, que c'était une prochaine étape, mais ce serait intéressant que tu en parles un tout petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait le digitaliser? Est-ce que ça fait partie des plans? Et quels sont les pays que nos participants pourraient étudier pour voir comment cette digitalisation de la cartographie peut être entreprise? Vincent, une grande admiration pour ce que le Burkina a réussi à faire, mais aussi quelques questionnements par rapport à la transparence des données, par rapport à la qualité des données. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous continuer à travailler vers cette qualité, vous assurer qu'en fait les données que vous recevez sont les bonnes. Et surtout, et je vais m'attarder là-dessus, cette question de comment faites-vous pour capturer dans des contextes tels que le Burkina et ailleurs toutes les ressources qui viennent du secteur humanitaire, qui, on le sait, sont très complexes à capturer. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Est-ce que vous avez essayé de le faire? Thierry, on a entendu parler du problème du désengagement des ressources des États-Unis qui vont vers l'aide. Et il y a cette question liée à est-ce que la cartographie pourrait vous aider à comprendre un peu mieux l'impact du désengagement. On a bien entendu ce que vous avez dit par rapport à T-1, T-2. Néanmoins, est-ce que vous pouvez réagir à cette question de l'aide que la cartographie pourrait vous apporter par rapport à ce désengagement des Américains? Et enfin, Hélène. Chaque pays devrait définir les soins de santé primaires et travailler avec les comptes nationaux de la santé pour pouvoir approximer les dépenses aux soins de santé primaires. Peux-tu réagir à cette phrase, s'il te plaît, qui est ressortie et qui me semble importante et représentative un peu des questionnements? Voilà, je crois, une seule question par panéliste, ça suffira. Ok, bien sûr. Peut-être
Merci Nouria. On a discuté de ça depuis longtemps hein, quand j'étais encore dans le GFF, comment on peut développer cette définition le plus pertinente pour mesurer la dépense pour le soin de santé primaire. Mais maintenant, au fur et à mesure, moi, personnellement, je suis un peu convaincue que peut-être on n'a pas besoin de cette définition sur laquelle on a un consensus et on va vraiment essayer d'établir l'estimation le plus exact, mais plutôt qu'on a besoin des indicateurs assez pratiques qui sont liés à la refonte qui se met en œuvre dans un certain pays. Si un pays dit on va dépenser, on veut vraiment augmenter la priorité pour le soin de santé primaire en augmentant le budget, par exemple, qui va directement aux établissements, aux structures de santé primaire, peut-être c'est juste cette ligne budgétaire qu'on veut suivre dans le court terme, quand le budget est annoncé, quand on fait le suivi des dépenses en intermédiaire à la fin de l'année, de juste établir peut-être quelques proxy indicateurs qui permettent de suivre un processus dans le temps, beaucoup plus que discuter, essayer de vraiment établir l'estimate le plus correct. Parce que, par exemple, les ressources humaines, c'est un coût énorme, c'est très large et c'est très compliqué à essayer de vraiment cibler quelle partie de ça est vraiment ciblée à travers les soins de santé primaire et quelle soit. Donc, peut-être on va juste développer des choses beaucoup plus pragmatiques, pratiques, qui permettent le suivi dans le temps que le suivi exact à un moment. Mais c'est juste, c'est une opinion, une question aussi à l'audience. Merci. Merci Hélène, c'est tout un débat et je pense que sans aucun doute on aura l'opportunité de continuer à en discuter. Euh, Hyacinthe, je me tourne vers toi. Oui, merci Nouria. Donc, pour la question de la digitalisation, une nouvelle fois, euh, comme je l'ai indiqué, en fait, la digitalisation, en effet, apporte un certain nombre de facilitations dans la conduite de l'exercice, que ce soit en termes de réduire les erreurs sur les données, faciliter les réponses par les partenaires, parce que si on utilise une plateforme en ligne, en général, c'est plus économique et plus facile à utiliser que remplir un fichier Excel. Mais en même temps, il faut que l'équipe identifie si la digitalisation, est-ce qu'on commence par digitaliser uniquement la collecte des données? Est-ce qu'on digitalise plutôt la partie analyse et visualisation ou tout le processus? Et une fois de plus, cela vient avec un certain nombre de contraintes ou de coûts, pour dire comme ça, puisque l'outil qui va être développé va être hébergé. Il faut un hébergement, par exemple. Est-ce que le ministère est préparé à l'infrastructure, par exemple, pour l'héberger, soit en local ou si c'est dans le cloud? Est-ce que on choisit un outil open source, quelles sont les conséquences en termes de sécurité des données, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ces considérations-là étant à prendre en compte avant de choisir l'approche de digitalisation qu'on choisit, ça ne va pas forcément être la première étape, en fait, puisqu'il y a toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on choisit un outil open source ou bien un truc avec une licence? S'il y a la licence, qui paye la licence chaque année, ainsi de suite. Une fois de plus, la question de la sécurité des données, nous savons bien que les pays sont très regardants et à juste titre sur où sont hébergées les données et qui y a accès, ainsi de suite. Donc, c'est toute cette discussion-là qui prend place pendant que l'on choisit en fait le mode de digitalisation que l'on veut adopter. Voilà. Et après, on peut Merci. toujours aider et accompagner dans ce processus si le besoin se présente. Voilà. Merci. Merci Hyacinthe. Thierry? Oui, merci Nouria pour la parole. Je pense que c'est vraiment tout un intérêt, hein. C'est vraiment une force de cet outil sur cet aspect de prévisibilité qu'on a aussi en prospective donc dans les données collectées. Notamment donc sur le retrait des Américains, on a pu préalablement donc à partir de 2024, donc on a préalablement donc une prévision des interventions, comme je disais tout à l'heure, de plus de 30 mois donc sur le financement des Américains pour Madagascar. De ce fait, donc, tu vu le contexte qui a été fait donc sur le contexte mondial, donc euh, on a essayé de canaliser des actions assez critiques à court terme par rapport à cette prévisibilité et montant des actions, des activités d'intervention qui ont été menées par le gouvernement américain dans le contexte du pays comme Madagascar. Et on a essayé aussi de canaliser certaines actions intermédiaires euh, comme des,
si on aura des compléments de financement, donc des actions vraiment à entreprendre. Et une troisième type d'action qui pourrait être des interventions qui seront menées en cas d'opportunité de financement. Donc, c'est tout un intérêt donc d'avoir un outil comme la cartographie. C'est vraiment d'être en anticipation sur les actions qui ont été amputées et qui ont des conséquences majeures sur les résultats d'indicateurs sanitaires pour le pays. Voilà peut-être une petite réflexion par rapport au retrait des Américains dans le financement pour Madagascar. Merci, merci infiniment, Thierry. Finalement, Vincent, comment gérer cette admiration et cette certaine suspicion peut-être, et en particulier comment faire avec les humanitaires? Merci bien, Nouria. Je voulais préciser qu'au niveau du Burkina Faso, le processus est complètement digitalisé depuis la collecte des données jusqu'à la visualisation. Tout est complètement digitalisé et les points focaux au niveau des partenaires techniques et financiers renseignent directement tous les projets sur la plateforme en ligne, dont une partie est ouverte au public et l'autre partie avec des comptes d'accès. Donc, c'est vraiment digitalisé. Par rapport à l'alignement sur les priorités, je pense que c'est une question très pertinente, les priorités du gouvernement. Effectivement, lorsque nous commençons la collecte, l'outil d'abord, nous, nous calibrons l'outil à partir de la loi de finances. Et c'est à partir de la loi de finances, nous alignons maintenant les interventions des partenaires derrière l'outil de loi de finances. Donc, en ce moment, tout est aligné. Donc, c'est effectivement, en tout cas, toutes les interventions sont alignées derrière les priorités du gouvernement. Pour ce qui concerne la transparence des données, nous triangulons avec des données, notamment les accords de financement qui existent, et aussi nous faisons des réunions avec les points focaux, et aussi au cours des réunions trimestrielles avec Monsieur le ministre de la Santé et l'ensemble des partenaires, nous présentons l'ensemble des résultats que nous validons ensemble. Donc, ça permet vraiment de réduire, de minimiser les doublons et aussi là où il y a des chevauchements. Concernant la qualité des données, toujours, nous essayons également de trianguler avec des données collectées au niveau des régions et au niveau des districts. Et également avec les différents partenaires, nous, en tout cas, nous arrivons à apprécier la qualité des données. Pour ce qui concerne le contexte humanitaire et la crise, effectivement, c'est vraiment une raison de plus pour vraiment utiliser l'outil de cartographie parce qu'avec la crise, nous avons eu un certain nombre de partenaires dans certaines régions, une concentration de partenaires. L'outil nous a permis d'identifier clairement qui intervient où, avec quel montant. Nous avons trouvé des partenaires qui interviennent sur seulement 3 mois ou 4 mois maximum. Donc, avec l'outil, nous arrivons vraiment à comprendre et à reprioriser et à orienter les ressources. Donc, voici ce que je voulais ajouter. Merci bien. Merci beaucoup, Vincent. Isidore, nous te repassons la parole. Merci beaucoup, Nouria, et merci à tous les intervenants. Que c'était assez riche, hein, que ce fut riche ces échanges-là. Là, maintenant, je vais appeler Sophie pour la petite synthèse. Et Sophie est actuellement chargée de mission technique pour l'évaluation économique et la définition des priorités au bureau de l'OMS pour l'Afrique. Donc, elle est basée à Brazzaville. Elle travaille donc avec OMS Afrique. Donc, Sophie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux essayer, hein, je sais que c'est une tâche assez laborieuse, mais de nous faire une petite synthèse de ce que nous avons échangé durant ces 90 minutes. À toi, Sophie. Mhm. Merci beaucoup, Isidore, et j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très Donc, bien. vraiment, comme tu as dit, hein, les débats étaient vraiment très passionnants et félicitations à tous les présentateurs. Pour ne pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a déjà dépassé, je vais juste me limiter à quelques réflexions. Et l'une de ces réflexions que je trouve vraiment importante, c'est celle qui vient de cette définition des soins de santé primaires, hein. Je pense que, comme Hélène l'a dit, ce que nous voudrions vraiment avoir comme finalité de ça, c'est que les SSP sont à définir pour chaque contexte. Comme elle l'a dit, SSP dans un pays peut être différent dans l'autre. Donc, bien qu'on ait une mesure globale,
pour pouvoir faire la comparaison et pour pouvoir avoir au moins un benchmark. Le push est vraiment pour que chaque pays prenne en compte son propre contexte, définisse ce qu'elle considère comme soins de santé primaire. Comme ça, elle pourra fixer ses objectifs de financement avec ça en compte et puis faire le suivi et la cartographie des ressources selon cette définition. Donc, vraiment pousser pour que les pays puissent s'approprier ça, pour que la décision et les politiques basées sur ces décisions soient plus vraiment intéressantes. Maintenant, effectivement, on a parlé des CNS, on a parlé de la l'outil de cartographie. Et moi, de la façon dont je les vois, c'est deux outils. C'est des outils à utiliser pour la prise de décision. Donc, j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce que notre collègue de Madagascar a dit en parlant d'harmoniser, au moins du côté de la collecte, ces deux outils, que cette collecte de données se fasse en même temps pour qu'on puisse profiter des données que, par exemple, la cartographie aura rassemblées pour que ça puisse rentrer dans les CNS, comme les CNS sont quand même une cartographie globale de tout ce qui rentre dans la santé dans un pays. Donc, vraiment, pour souligner que ces deux outils et d'autres peut-être sont possiblement complémentaires et qu'on devrait les utiliser selon les besoins de politique de santé. Maintenant, juste pour peut-être vous laisser avec trois recommandations en quelque sorte, d'après tout ce qu'on a discuté. Et je pense qu'il est vraiment important de renforcer les capacités pour une gestion efficace de ces défenses de santé-là. Ah, je pense que notre ami du Burkina l'a mentionné et même à Madagascar, le manque de compétences locales pour suivre et utiliser ces outils est une barrière. Donc, vraiment, l'investissement dans la formation et même disons, l'apprentissage continu par rapport à d'autres qui auraient déjà fait l'outil et qui pourraient être mis ensemble avec des nouveaux pays qui sont dans cette dynamique pourra aider pour renforcer les capacités pour que les pays puissent s'approprier ces outils et les déployer. Maintenant, on a parlé de ces outils et ce qui va dans ces outils, ce sont les données. Et nous tous, on le sait, nos pays ont des problèmes avec le système de collecte des données. Donc, améliorer ce système de collecte des données et va aider pour les soins de santé primaire, mais même au-delà pour tout le système. Donc, par rapport à ça, vraiment, mettre en œuvre des systèmes intégrés pourrait aider parce qu'on le sait, les soins de santé primaire reposent sur une approche d'intégration aussi. Donc, quand les systèmes ne se parlent pas, et ça fait que la collecte est difficile et je pense que cette manque de désagrégation ou bien que les systèmes ne se parlent pas ont très bien été notés. Il faudrait aussi voir comment intégrer les nouvelles technologies. Hein, l'intelligence artificielle peut aider, et l'aspect blockchain et big data peut aider aussi parce que, en fait, on a comme ça une mine d'informations. Au-delà juste d'avoir cartographié ou bien d'avoir traqué avec les CNS et tout, c'est quand même l'information qui est là. Et comme Hélène l'a dit, à moins qu'on puisse retourner cette information en évidence, qui va aider la décision politique, ce ne sera pas vraiment utile. Donc, pour ça, peut-être les nouvelles technologies pourront nous aider et ça pourra aussi assurer un peu la transparence et l'accessibilité aux données par rapport à tous les autres acteurs du système. Et peut-être en dernier, je veux insister vraiment sur l'harmonisation par rapport au public et au privé et aux externes. Donc, le financement vient de ces trois acteurs-là en général. Hein. Et là, on l'a tous noté ici, on a entendu les exemples. Il y a un problème avec comment est-ce que les bailleurs mettent leurs données à la disposition de ces exercices scientifiques-là. Et peut-être par rapport à ça, il faudrait un leadership plus assuré du gouvernement pour qu'on puisse avoir ces données des bailleurs et pouvoir renseigner ces outils et avoir une visibilité sur ce qui se fait. Je pense qu'on l'a noté avec maintenant le désengagement de certains donateurs et il est d'autant plus important que toutes ces informations qui rentrent dans le système soient transparentes pour qu'on puisse planifier en amont.
Et dans ce cadre-là aussi, je pense que l'intégration régionale est importante. Le suivi des dépenses de santé publique, étant donné qu'ils sont importants pour l'atteinte des résultats de couverture sanitaire universelle, devrait aussi être pris en compte au niveau régional. Donc, dans nos cadres régionaux, que ce soit à Wahoo ou bien du côté de l'Est, la SADC, je pense qu'il faut peut-être harmoniser et peut-être mettre en œuvre un cadre commun pour le suivi de ces dépenses de SSP. Par exemple, au niveau de Wahoo, il y a un format de suivi des dépenses de santé en général, une sorte de tableau de bord avec des indicateurs où les pays se sont dit, d'accord, on va tous dans un temps, dans une régularité définie, pouvoir renseigner ces indicateurs. Donc, si quelque chose comme ça pouvait être mis en place pour les SSP, ça pourrait vraiment aider à suivre les engagements des pays au niveau régional, mais aussi au niveau global. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et bien sûr, encore une fois, féliciter tout le monde par rapport à ces échanges vraiment très intéressants et l'exemple surtout du Burkina et de Madagascar. Donc, merci et à toi, Isidore. Merci beaucoup, Sophie. Je sais que c'était une tâche assez impérieuse, mais vraiment merci. Je pense que ce que tu nous dis là, ça passe très bien. On a très bien compris ce message de résumé. Et donc, il ne me reste plus qu'à féliciter les uns et les autres. Nous étions presque 300 à être connectés cet après-midi. Et donc, je dis bravo à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bonne soirée. Et vous pouvez constater que je suis tout autant heureux, hein, de vous avoir eu assez nombreux cet après-midi. Merci à tous et au revoir.